Binge audio. Ce que j'ai préparé, mon pote, c'est que je vous ai préparé 15 cartes. 15 cartes de collection, pas 15 cartes telles à des énergies, des dresseurs, des je sais pas quoi, non. Je vous ai préparé des cartes de quand j'étais petit, mon pote. Des cartes des années 98, comme la Coupe du Monde avec Zidane et tout, c'est emblématique, mon pote, ça n'a jamais été vu. Depuis quelques années, les cartes Pokémon ont changé de statut. Jusqu'ici, elles étaient pour les trentenaires un sympathique souvenir des cours de récré du début des années 2000. Mais ça, c'est terminé. Elles sont devenues des objets de valeur, de collection, de potentiel poule aux œufs d'or pour qui a eu l'idée de conserver les siennes dans de bonnes conditions. En moins de 5 ans, les sites spécialisés comme les vieilles maisons d'enchères se sont mis à chercher frénétiquement les cartes rares pour le compte de clients prêts parfois à y claquer des fortunes. On a eu envie de comprendre pourquoi Dracofeu, Salamèche et Pikachu avaient à ce point la cote, et ça donnait cet épisode. Je suis Thomas Rozek et vous écoutez Programme B. Alors je m'appelle Thomas Badel, je vends des cartes Pokémon et des cartes de collection au global. Ça fait 3 ans que j'ai monté ma boutique qui s'appelle Cards Hunter pour un public de collectionneurs, pas forcément pour des enfants uniquement. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo au cœur de la carte Pokémon. On va commencer par des petites cartes à 1 euro pour terminer à des cartes qui valent à peu près un demi-million d'euros. T'as ouvert combien de paquets dans ta vie? Oh, je dirais 175 000 à peu près. 200 000. Ouais, j'en ouvre 40 000 par mois sur Twitch. Les Pokémon, c'est des petites créatures qu'on capture et qui deviennent un petit peu nos animaux de compagnie et qui ont des capacités, des pouvoirs et qui se combattent entre eux en gros. Donc à la base c'est un jeu vidéo qui a été créé par Satoshi Tajiri, je crois en 1996 et ensuite c'est devenu une série animée, les cartes, etc. Un jour je serai le meilleur dresseur, je me battrai sans répit. Une carte Pokémon, c'est une carte produite par Pokémon Company, qui sont devenus des experts pour faire des produits dérivés, notamment les cartes qui sont sorties en 1999 en France. Et en gros, c'est un petit bout de carton avec un Pokémon, un objet ou autre de l'univers Pokémon dessus. Et à l'arrière, on retrouve le logo Pokémon classique. Et c'est un jeu de cartes à collectionner et à jouer aussi. Enfin, ça reste un jeu. C'est un jeu où on se combat. Et le but, c'est de tuer un certain nombre de Pokémon. Enfin, on dit pas tuer d'ailleurs dans Pokémon parce qu'on est gentil, tout le monde est gentil, tout le monde est beau. Donc on les met KO. Et du coup, oui, on se combat. En combat, 2 dresseurs se combattent en fait. Rien ne nous arrêtera, notre amitié triomphera. Pokémon, attrapez les mêmes à notre âge. Il y a du jeu compétitif sur les cartes Pokémon, il y a des championnats du monde tous les ans qui sont organisés. Cette année, c'était au Japon d'ailleurs. Et vous pouvez surtout les collectionner, c'est ce que font 95% des gens, uniquement de la collection. Est-ce que tu auras une carte Pokémon qui traîne quelque part? C'est une question un peu stupide, mais j'imagine que oui. Oui. N'importe quelle carte? Ouais, n'importe, c'est juste pour décrire à quoi ça ressemble. Je pourrais appeler les gradés. Alors, super. Là, on a une carte qui a été, donc, comme tu dis, gradée. Alors, gradée, on peut expliquer ce que ça veut dire, gradée? Oui, alors aujourd'hui, on a pas mal de sociétés, notamment en France, qui se sont lancées ces dernières années, mais surtout aux États-Unis. Là, ça, c'est une carte PSA. Donc, c'est des sociétés qui vont recevoir votre carte, l'évaluer, en général la noter de 1 à 10 sur son état. Donc, l'évaluation, elle se comporte sur 4 aspects en général. L'état de la surface de la carte, donc si la carte a des rayures, s'il y a des enfoncements, etc. L'état des côtés de la carte, l'état des coins, et là, le centrage de la carte. Donc voilà, l'usine parfois il va y avoir des problèmes, elle va être moins bien centrée que d'autres. Et sur ces 4 critères-là, on va établir une note de 1 à 10. Ici, cette carte, elle a 9, donc elle est considérée mint. Donc c'est une bonne note. C'est pas le mieux c'est 10 forcément. Gem mint, ils appellent ça pour PSA. Et Gem mint, c'est vraiment la pépite, quoi. Voilà, c'est vraiment immaculé depuis qu'elle est sortie d'usine. Elle est en parfait état, parfaite condition. Et ce qui va se passer, c'est que plus vous avez une bonne note, plus votre carte va prendre de la valeur. Et aujourd'hui, vous ouvrez dans un paquet une carte, elle va peut-être avoir 9, du coup, elle vaudra peut-être 100 euros, mais en 10, elle vaudra 300 euros. Donc aujourd'hui, ces gens-là ont énormément d'influence sur la valeur de vos cartes et le marché, tout simplement. Qu'est-ce qu'on retrouve sur une carte Pokémon Par exemple, celle que là j'ai dans les mains, qui est une carte donc de Nymphalie. Déjà on a le nom du Pokémon tout simplement. Après ce Pokémon il peut être juste un Nymphalie, ou ça peut être aussi une Nymphalie V ici, Nymphalie V Max, Nymphalie X, etc. Ça c'est des attributs qui désignent juste
quelque chose par rapport au jeu de cartes. On a son nombre de points de vie, tout simplement, c'est PV. On a aussi son type. Tous les Pokémon, toutes les cartes de Pokémon ont un type, donc feu, eau, acier, électrique, psy, etc. Ensuite, on a le dessin, forcément, qui peut être dans un petit cadre ou alors qui prend toute la carte. Forcément, plus le dessin est imposant, plus la carte vaut cher. Là, en l'occurrence, le dessin va sur toute la carte. Voilà, c'est une carte alternative, ça ici. Ouais. C'est-à-dire que c'est une version alternative de l'illustration de base, qui fait que c'est une carte assez rare et assez populaire. On retrouve ses attaques, le coup de retraite, la résistance, et la faiblesse aussi du Pokémon, donc ça c'est lié au jeu. Et ensuite on retrouve le symbole de la série, on retrouve le nom de l'illustrateur de la carte, le numéro exact de la carte dans la série, et puis on a des petites notions de règles ou alors des petits textes d'ambiance parfois. Cette carte-là, elle vaut combien ? Elle vaut autour des 150 €, là ici gradée en 9, donc un Infalivé alternatif. Elle est vendue d'ailleurs. Elle est déjà vendue, c'est vrai. Si tu voulais l'acheter, c'est trop tard. Qu'est-ce qui, dans son évolution aux cartes Pokémon, en a fait d'un produit de consommation courante, j'ai envie de dire, un truc que tu achètes chez le marchand de journaux pour jouer dans la cour d'école, à ce que c'est devenu aujourd'hui, c'est-à-dire un produit de collection qui peut se vendre extrêmement cher, et certaines cartes sont extrêmement rares, extrêmement chères. Qu'est-ce qui s'est passé, en gros, depuis 24 ans ? Je te demande de résumer 24 ans d'histoire. Pokémon a perduré depuis toutes ces années. Au final, les premiers jeux vidéo sont sortis dans les années 90, mais aujourd'hui, c'est toujours une licence phare. C'est d'ailleurs la licence numéro 1 au monde en termes de produits dérivés de vente, devant Marvel, Disney, etc. Pokémon, c'est vraiment la franchise qui rase tout et qui écrase tout le monde. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé ? Alors, au fur et à mesure du temps, les cartes ont pris de la valeur, mais il y a surtout un moment assez clé, c'est le Covid, un moment de doute pour pas mal de gens, et la nostalgie est devenue quelque chose d'assez important dans la vie des gens. Je sais pas, il y a eu un pic de nostalgie, les gens se sont retrouvés à rechercher leurs cartes Pokémon, mais que ce soit aussi les comics, les BD ou plein d'autres objets de collection. Ils avaient du temps, ils avaient de l'argent à dépenser, et les gens se sont un petit peu jetés sur les cartes Pokémon comme une nouvelle ressource de valeur. Et du coup, il y a eu l'explosion des prix et de l'intérêt sur les cartes Pokémon à ce moment-là, couplé à quelques gros youtubeurs américains, Logan Paul pour le citer, ou en France on a eu Michou qui a parlé beaucoup des cartes Pokémon et qui a aidé à sa démocratisation et son essor ces dernières années. Les prix ont explosé, surtout sur les cartes anciennes, c'est là où on va retrouver les cartes de très grosse valeur. Donc qu'est-ce qui fait la valeur d'une carte ? C'est à la fois sa rareté, parce qu'il y a des cartes qui ont été imprimées par exemple à uniquement 20 exemplaires, ça existe pour certaines cartes spéciales données dans des tournois ou à l'issue de concours au Japon. Donc ces cartes-là, forcément, s'il en existe que 20, elles vont être très chères. Et puis pour les cartes qu'on connaît tous, par exemple le Dracofeu du set de base, donc la toute première série, ça c'est un peu la carte emblématique de Pokémon. Là, la rareté, elle va se jouer sur plusieurs facteurs, notamment l'état de la carte, ça c'est le facteur le plus important. Donc si vous retrouvez chez vous une collection de cartes Pokémon, mais elles ont été mangées par votre chien, ne croyez pas que vous allez faire un jackpot. Pour vraiment vendre des cartes chères, il faut qu'elles soient dans des états immaculés. Là, à ce moment-là, votre carte, elle peut valoir du x100, x1000 par rapport à une carte de base. Donc par exemple, le Dracofeu, on peut le trouver à 200 €, mais vous pouvez le trouver aussi à 40 000 € dans le meilleur état possible. C'est ce genre de fourchette de prix, quoi. On a plus de 20 000 cartes différentes sur Pokémon environ en France. Et du coup, oui, tous les 3 mois, en fait, depuis la sortie du set de base, on a une nouvelle série Pokémon qui sort. En plus de ça, on a des petits produits annexes, des coffrets avec des cartes promotionnelles. Donc ça ne s'est jamais arrêté et ça continue toujours aujourd'hui. Là, la dernière série en date est sortie courant août 2023 et c'est une série qui met à l'honneur Dracofeu. Donc forcément, ça a cartonné. Forcément, encore une fois, l'aspect nostalgique qui parle. Voilà. Je suis pas un chercheur d'or ou un archéologue, souvent c'est les gens qui viennent à moi. J'ai une chaîne YouTube et je suis sur les réseaux et j'essaye de parler justement de la collection au plus grand monde, un petit peu d'expliquer et d'aller chercher aussi les problèmes qu'il y a dans ce milieu-là, parce que vu qu'il y a de l'argent maintenant, il y a pas mal de problèmes et je parle un petit peu de tout ça. Et du coup, les gens, ils me font confiance, ils me connaissent et ils me contactent, ils connaissent ma boutique. Donc la plupart des collections que je vais retrouver, c'est des collections que les gens m'apportent tout simplement, ils me contactent et je leur rachète. Et après, on vend aussi les nouveautés, donc ça c'est simple, hein. On a des fournisseurs, on reçoit les nouveaux produits, les nouveautés. Et après, il y a un troisième aspect, c'est comme je vous en parlais, la gradation.
C'est quelque chose qu'on fait de plus en plus, c'est-à-dire que nous, on va aller chercher les pépites dans les meilleurs états possibles et puis on va les envoyer aux États-Unis pour les faire noter et essayer comme ça de trouver des cartes de haute valeur. Il y a un quatrième aspect aussi qui se développe de plus en plus aujourd'hui, c'est l'aspect middleman, c'est-à-dire que je vais pour certaines personnes avec des moyens, donc des célébrités, on a des gens qui ont beaucoup d'argent, qui cherchent certaines cartes et moi je vais un petit peu essayer de leur dénicher ce qu'ils recherchent et en échange je prends une commission. Beaucoup de gens nous proposent des collections mais au final il y a quelques dizaines d'euros de valeur et nous on va pas prendre la peine forcément de les racheter. Je vais voir assez rapidement si c'est intéressant ou non, hein. S'il y a quelques cartes qui m'intéressent dans le tas, je vais aller vérifier les prix si je les connais pas et puis je vais faire une proposition de rachat. En général, on va racheter entre 50 et 30% en dessous de la valeur de la carte. Si j'ai déjà plein de fois la carte, je vais la racheter moins cher. Plus c'est intéressant, plus je vais la racheter cher, et selon si moi je sais que je vais pouvoir la revendre rapidement ou pas. La plus grosse collection que j'ai rachetée, c'est 100 000 euros. Mais c'était une collection Magic, donc ça rentre pas vraiment ici. Sinon, c'est plusieurs dizaines de milliers d'euros parfois, ça arrive assez rarement, mais on va dire que on a une moyenne entre 3 000 et 20 000 euros, quoi. C'est un peu la fourchette assez moyenne, mais de temps en temps il y a une exception, de temps en temps il y a quelque chose de vraiment unique ou exceptionnel, et là on va pouvoir monter. Est-ce que tu as eu aussi beaucoup de désillusions peut-être de gens qui venaient persuadés d'avoir touché le gros lot et qui repartaient malheureusement avec leurs cartes? En général, ces gens-là, je les filtre un petit peu avant, mais c'est vrai que parfois les gens croient qu'ils vont, ils voient des prix sur Internet, ou alors il y a leur cousin qui leur a dit qu'ils allaient avoir une fortune avec ces cartes-là. Et oui, je pense qu'il y a pas mal de gens aujourd'hui qui sont un petit peu déçus de la proposition que je leur fais, qui est une proposition beaucoup plus réaliste. Malheureusement, ouais, il y a beaucoup de on-dit. Les gens ne comprennent pas vraiment exactement. C'est quand même très compliqué comme milieu, parce qu'il y a beaucoup de cartes avec beaucoup de valeurs, avec beaucoup de choses à prendre en compte. C'est vrai qu'on peut avoir des gens déçus. Les cartes les plus rares, c'est des choses que les gens ils auront jamais en fait. Ouais. C'est des choses qui ont été données au Japon sur des événements précis, des tournois, des concours, etc. Donc ça, c'est les cartes les plus rares vraiment. Le plus réaliste que quelqu'un puisse trouver aujourd'hui, c'est un Dracofeu du set de base. Et puis selon l'état, il va entre 300-400 euros, plusieurs milliers d'euros s'il est en super bêta. Donc ça, c'est un petit peu la recherche idéale. Et puis, il faut que vos cartes aient édition 1 inscrit sur la carte. Et là, on rajoute encore de la valeur. Mais sinon, il y a quelques cartes un petit peu bizarres aussi qu'on retrouve plus en France, des cartes promotionnelles. Il y a notamment un Psycho Quack promotionnel qui est extrêmement rare, qui était donné à l'époque dans des petits tournois locaux, même dans des jouets clubs, etc. Et c'est une carte qu'on retrouve pas et qui peut être plusieurs milliers d'euros pour une carte Psycho Quack. Ça, c'est assez étonnant. C'est quoi les risques et c'est quoi les dérives que toi tu observes en tant que justement expert de ce milieu-là? Il y en a beaucoup. Alors déjà, on a des fausses cartes, premièrement, donc ça, ce qui viennent de Chine, AliExpress, etc. Donc ça, c'est un peu un fléau des cours de récré aujourd'hui. On en retrouve sur les marchés, il y a même des bureaux de tabac qui les revendent ou des gens peu scrupuleux. Comment on les repère, les fausses cartes? Alors en vrai, si on met une vraie carte à côté d'une fausse, c'est assez facile. Après... En fait, si on a un peu l'œil, ça paraît simple. Quand on n'a pas du tout l'œil, c'est compliqué. Déjà, si vous avez des cartes métalliques, c'est que c'est des fausses. Si la brillance paraît un petit peu extravagante, c'est des fausses. Et puis, si c'est écrit n'importe quoi, genre 1 million de PV sur votre Pokémon aussi. Mais le mieux, ce serait d'aller regarder. Il y a des tutos sur Internet pour reconnaître. Et en vrai, si vous avez déjà des vraies cartes, c'est plutôt simple de voir rien qu'avec le dos et la couleur du bleu sur le dos des cartes. C'est assez simple. En plus des fausses, on va avoir pas mal d'arnaques, vu que ça reste des ventes sur Internet pour la plupart, donc des gens qui n'en voient pas, des gens qui reçoivent mais qui font des réclamations derrière, ça on en a pas mal. Et puis on voit arriver, vu que quand même commence à y avoir beaucoup d'argent qui joue dans les cartes Pokémon, on voit arriver des vols planifiés, des gens qui se font des vols à l'arraché sur des ventes. Il y a quelqu'un récemment aux Pays-Bas qui s'est fait séquestrer pour ses cartes Pokémon. Au Japon, on a carrément des mecs qui ont fait du rappel du toit d'un immeuble pour aller voler un magasin à Pokémon au 7e étage d'une tour. En fait, ce qui est fou avec les cartes Pokémon, c'est que dans votre poche, vous pouvez avoir 1 million d'euros de cartes et passer toutes les frontières du monde, mais personne ne le saura jamais.
Même les enfants peuvent ouvrir une carte qui vaut plusieurs centaines d'euros juste dans un paquet de cartes, et les parents le savent pas forcément. Et c'est important en vrai que les parents ils essaient de comprendre et ils essaient de faire comprendre à leurs enfants ce qui est une vraie carte, une fausse carte, et prennent un petit peu d'intérêt, parce qu'on peut avoir des cartes qui valent de l'argent aujourd'hui, et c'est beaucoup plus facile à voler ou à utiliser comme source de valeur que n'importe quelle autre chose aujourd'hui. En France, on a une particularité, c'est que on adore les cartes en français en France, alors que par exemple en Allemagne, ils vont avoir les cartes plutôt en anglais, et même pareil aux Pays-Bas, Suède, etc. Ils vont privilégier l'anglais ou le japonais. Aujourd'hui, l'anglais et le japonais, c'est les langues un petit peu internationales où tout le monde va pouvoir collectionner, et les Français adorent les cartes en français et détestent les cartes en anglais. Donc ça, c'est une particularité. Moi, je fais beaucoup de cartes français, forcément, pour le public français, mais je m'ouvre de plus en plus sur la carte japonaise qui plaît beaucoup aux Français aussi, parce qu'on a une affinité particulière avec le Japon et qui marche à l'international beaucoup. Mais c'est vrai que je fais pas du tout de cartes anglaises parce que très dur à revendre chez nous. Nous, on a la particularité en France d'avoir eu les noms des Pokémon traduits en français. Donc Salamèche, etc., etc. Et du coup, on a une affinité particulière à ces noms-là qui jouent beaucoup aussi. Par exemple, en Italie, ils ont les cartes traduites en italien, mais les noms des Pokémon, ça va quand même être les noms anglais, Charizard, etc. Donc ça a beaucoup joué, je pense. Et puis le petit côté chauvin aussi, on aime bien ce qui est français, c'est ces facteurs-là. C'est quoi le profil des collectionneurs, des gens qui cherchent ces cartes-là ? Franchement, aujourd'hui, il y a de tout. On a, oui, des trentenaires qui sont un petit peu dans la nostalgie comme moi. On a aussi des profils investisseurs, un petit peu aujourd'hui, qui peuvent être de tout type de profils, parce que c'est devenu un vrai investissement, les cartes, et plutôt quelque chose qui s'est avéré plutôt rentable depuis quelques années. Ça monte vite en valeur, plus que d'autres index, par exemple la bourse, les crypto-monnaies, etc. On est quelque chose de assez stable, parce que les gens, ils ont une attache à leurs cartes. Donc ils sont moins prêts à les revendre que une ligne de code qui est la crypto-monnaie, ou alors que ce Citroën ou Renault monte en valeur. En fait, on n'a aucune attache à ça. Alors que mes petites cartes Pokémon que j'aime bien, j'ai pas forcément envie de les revendre. Et après, on a la nouvelle génération aussi. On a quand même pas mal de gens qui ont découvert Pokémon, pas en 99, mais entre les années 2000-2010, qui aujourd'hui commencent à avoir leur premier salaire. Et qui peuvent enfin se faire plaisir. C'était tant d'années de frustration où on pouvait pas avoir les cartes qu'on voulait ou acheter autant de boosters qu'on voulait. Maintenant, les gens se font plaisir. Le fait que ce soit très présent dans la culture web, j'imagine que ça a un impact très fort sur aussi la valeur que ça prend, ces cartes. Avant, en fait, c'était un truc un peu ringard, les cartes. Mais maintenant, on voit qu'on a beaucoup de rappeurs, beaucoup de gens, des youtubeurs ou des gens qui parlent et qui sont reconnus qui sont aimés, quoi, et qui parlent des cartes et qui collectionnent, et ça a vraiment démocratisé depuis le Covid, et forcément ça joue parce qu'il y a beaucoup plus de gens qui ont été influencés par ces gens, et aujourd'hui on a des séries qui sont sold out dès la sortie, ou des produits sold out ou recherchés, alors que c'était pas du tout le cas avant. Est-ce qu'il y a aussi, alors là on fait un peu de la psychologie de bazar, mais est-ce qu'il y a aussi le besoin peut-être de revenir vers des objets physiques, alors que nos vies sont de plus en plus numériques, là où la carte Pokémon, effectivement, tu peux la toucher, la sentir, elle a quelque chose d'assez rassurant parce qu'elle est très tangible pour le coup. C'est vrai que, comme tu dis, on faisait de la psychologie de comptoir, de tout temps, collectionner, ça paraît un peu bizarre, collectionner des objets. Avant on collectionnait des timbres, on collectionnait, je sais pas, il y a des gens qui collectionnent des bibelots, des capsules de bière ou je ne sais quoi. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on se rattache un petit peu à ces objets. Moi, comme tu peux le voir, j'ai beaucoup d'objets. Ouais. J'aime bien collectionner plein de choses, et c'est quelque chose que j'ai fait depuis toujours. Mais je saurais pas t'expliquer pourquoi, mais c'est vrai que c'est un côté un peu rassurant quand tu regardes ce que t'aimes, et je sais pas, tu te sens bien, tu te sens entouré par tes objets que t'aimes bien. C'est pas du tout la psychologie de Marie Kondo, du coup là on est un peu à l'opposé. Mais l'avantage des cartes, c'est que ça se range facilement, ça prend pas trop de place, alors que ceux qui collectionnent des Lego par exemple, bonne chance à eux. Il y a ce truc de complétion qui est hyper satisfaisant dans la collection, qui est que tu te fixes des objectifs quand tu collectionnes. T'es un peu obligé, parce qu'aujourd'hui dans les cartes Pokémon il y a tellement de choses qu'il faut se dire, allez, je vais collectionner uniquement tel Pokémon par exemple, ou se délimiter un petit peu des objectifs.
Et compléter comme ça, voir sa collection grandir, ça a un côté satisfaisant, on se sent bien, et puis en même temps on sait que aussi on met pas de l'argent dans du vent, et on sait que derrière on va pouvoir, si jamais il y a un problème, si jamais on a besoin d'argent, on peut revendre. Il y a pas mal de petits facteurs comme ça qui font que c'est un hobby aujourd'hui qui se développe. Moi je suis un collectionneur, et aujourd'hui on a la chance d'avoir de plus en plus de jeux de cartes aussi intéressants, qui font qu'on a des gens qui peuvent se lancer mais qui n'aiment pas forcément Pokémon, mais aujourd'hui on a un jeu de cartes Disney qui est sorti, on a un jeu de cartes One Piece, on a de plus en plus de choses qui sortent, et franchement on a des belles opportunités nous en tant que boutique, mais même moi je reste passionné, j'adore ce que je fais. Merci à Thomas Badel de Cards Hunter pour son temps et ses réponses. Programme B, c'est un podcast de Binge Audio préparé par Charlotte Bex, réalisé par Quentin Bresson. Tous nos épisodes, les anciens comme les nouveaux, sont à retrouver sur vos applis de podcast préférés. Cherchez-nous sur internet si vous voulez nous parler, et à très vite pour un nouvel épisode.